de Montpellier, du docteur Mario Munoz, le Conbin orthopédique comme outil de pertinence de soins au sein d'une équipe de soins pluridisciplinaire. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci, chers confrères. C'est un grand honneur de vous présenter ce sujet qui me tient beaucoup à cœur et que nous avons un petit peu défloré, puisque effectivement, j'ai le plaisir de vous présenter la partie médico-économique de la chose. Et puis, merci au docteur Lintz. Oui. Bis repetitam non placent. Voilà. On est dedans. Et merci au docteur Lintz de m'avoir invité à venir parler devant vous aujourd'hui. Alors, une petite présentation rapide. J'ai le plaisir d'exercer en libéral depuis 10 ans à Montpellier et j'ai une activité exclusivement en pied et cheville. Donc, voici le plan que nous allons suivre pour l'exposer. Alors, j'ai juste voulu reprendre quelques définitions que vous connaissez, mais qui sont toujours importantes à reposer sur ce type de sujet. Qu'est-ce que la pertinence des soins? Donc, l'HAS, l'Haute Autorité de Santé que vous évoquiez, nous dit que c'est la bonne intervention de santé au bon moment, au bon endroit pour le bon patient. Donc, c'est très médico-centré et très centré sur le patient. L'ARS, elle, rajoute une notion économique puisque elle va venir nous parler de soins qui ont une meilleure efficacité dans les dépenses de santé. Donc aujourd'hui, quand on va parler de pertinence des soins, et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on ne perde pas dans le viseur, mais c'est exactement ce que vous disiez avant, c'est qu'il faut que sur une innovation, on ait une notion médicale, un bénéfice médical, mais aussi un bénéfice socio-économique. Sinon, ça ne prévaut pas. Les équipes de soins pluridisciplinaires. Donc, une équipe de soins pluridisciplinaires, on l'aura tous compris, c'est une équipe mixte, médicale et paramédicale, centrée autour d'une pathologie, d'un parcours de soins, d'un territoire, en gros, d'un objectif commun. L'IRDES avait réalisé une étude en 2014 sur la performance de toutes les équipes pluridisciplinaires. Donc là, il y avait vraiment eu un balayage pour voir s'il y avait un intérêt à ce que médecins et paramédicaux travaillent ensemble. Et sur cette étude qui balayait une grande période de 2009 à 2012, ils avaient noté qu'à défaut d'améliorer le maillage des soignants sur le territoire, en tout cas, ça le stabilisait. Donc ça avait quand même cet intérêt et que c'était surtout un mode d'exercice qui était très plébiscité par les soignants. Les rapporteurs au Sénat avaient d'ailleurs rapporté la même chose 2 ans plus tard et avaient les mêmes conclusions. Alors, l'équipe pluridisciplinaire dont on entend le plus parler, c'est de ces fameuses maisons de santé pluridisciplinaires. Leur création remonte à 2007, c'est pas si vieux. Et surtout, ça a été un petit peu un gros déclenchement. C'est pour ça que derrière, il y a eu des études de l'IRDES parce que avant ces maisons de santé, quand des médicaux et des paramédicaux se regroupaient, on appelait quand même ça du compérage. Donc, en fait, en 2007, il y a eu un chunt où on est passé de association de malfaiteurs quand on se mettait ensemble à travail efficace. Donc là, il y a eu vraiment une espèce de modification. Les maisons de santé, aujourd'hui, il y en a plus de 2000 sur le territoire. Et il y a des plans d'action gouvernementales de façon à essayer de pousser ces maisons de santé jusqu'à 4000 sur le territoire. Donc il y a vraiment un gros vent en poupe sur ces unités-là. Et puis, la dernière née des maisons de santé, si je puis dire, c'est l'ESS, l'équipe de soins spécialisés. En gros, les MSP, les maisons de santé pluridisciplinaires, elles ont été créées pour le recours primaire. Les médecins généralistes, les urgences, les consultations non programmées. Et puis, vu comme ça marchait bien, il a été décidé donc de créer la petite sœur, l'équipe de soins spécialisés, qui, elle, est destinée aux spécialistes pour le retour secondaire, puisqu'une fois que le recours primaire a été réalisé, il faut structurer le reste du système. Avec une petite, je pense, différence quand on lit les textes sur l'orientation, c'est que le recours primaire, c'est stabiliser les équipes partout sur le territoire avec un maillage intéressant. L'équipe de soins spécialisés, elle, tout de suite, dans sa définition, il y a le mot pertinence, comme ça, on ne s'y trompe pas. En gros, c'est optimiser les prises en charge, éviter les errances de patients, les circuits un peu étonnants où le patient va prendre 3 avis, va faire 4 scanners. Donc, optimiser notre système de soins pour qu'il soit très efficace avec des filières qui soient déjà décrites, qui soient déjà installées. Alors maintenant qu'on a défini tout ça, je vais vous parler un petit peu plus de l'intégration du Conbin dans le circuit patient. Et pour le faire, je vais vous parler de ma propre histoire. Donc là, je vais en faire bondir quelques-uns sur leur fauteuil. Donc voilà, moi je suis à Montpellier. J'étais seule, je m'apprêtais à prendre un associé et j'avais 2 projets. Et c'est la réunification de ces 2 projets qui a créé l'intégration du Conbin dans le circuit patient. Parce que d'un côté, j'avais en tête de créer un centre médical dédié aux pathologies du pied.
Pourquoi? Pour deux raisons. Un, parce que j'avais envie de travailler avec des paramédicaux qui étaient spécialisés. Je me trouvais plus de points communs avec des podologues, en étant chirurgien exclusif pied, qu'avec un chirurgien orthopédiste de l'épaule. Donc, je me suis dit, si je veux progresser, si je veux des gens pour me stimuler intellectuellement et me pousser à aller plus loin, eh bien, il faut que je travaille avec des gens qui travaillent sur le même organe que moi. Donc, c'était vraiment cette idée-là. Et la deuxième idée, c'était l'organisation du soin. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé mon projet en 2018-2019, en même temps que la loi de l'ESS était votée, mais j'en avais même pas connaissance à l'époque. L'organisation du soin, pourquoi? Parce qu'en tant que chirurgien du pied et traumatologue, je me retrouvais à gérer les entorses de cheville. Les entorses de cheville, c'est 6% des entrées aux urgences aujourd'hui en France. Donc, c'est un volume qui est monumental et souvent, c'est un parcours qui est chaotique parce que quand vous arrivez avec une entorse de cheville aux urgences, c'est normal, vous avez mal, vous ne savez pas ce qui vous est arrivé et vous n'arrivez pas à poser le pied par terre et que vous vous retrouvez aux urgences entre un infarctus du myocarde et une personne âgée polypathologique. Autant vous dire que sur les trois, vous êtes un peu la personne la moins intéressante du circuit. D'accord? Donc, l'urgentiste, même avec ses bons voeux, il a mieux à faire. Donc, souvent, il y a une gestion qui est rapide, mais qui du coup laisse le patient un peu sur sa faim, avec un patient qui va retourner en ville, qui va aller voir son médecin généraliste, qui dans les bons cas va avoir la bonne position, dans les mauvais cas va être inquiet, va se mettre à faire des examens complémentaires. Le patient, il est jeune, jusque-là, il n'avait pas de pathologie, il est très inquiet, il va se mettre à avoir plein de consultations. Et on voyait des parcours assez incroyables avec des dizaines de consultations. Et donc, c'était cette idée qui me tenait un peu à cœur de dire il faut qu'on arrive à créer quelque chose qui soit plus rassurant pour le patient pour qu'il arrête d'errer dans la ville comme ça et de faire des dizaines de consultations. Et puis, en parallèle, parce que je ne fais pas que de l'organisation des soins, je soigne. En parallèle, j'allais en congrès et j'ai rencontré François Lins et tout de suite, j'ai beaucoup accroché sur le Conbin. Pourquoi? Parce qu'il y avait la charge. Et là, vous l'avez beaucoup répété, moi, je suis chirurgien du pied. Donc, quand on me fait une radio, ou pire, quand on me fait un scanner, c'est une analyse anatomique. J'ai une description anatomique du pied. Mais mon imagerie fonctionnelle, c'est la charge. C'est un peu si je vous dis je fais un scanner du cœur pour un cardiologue. Je vais lui décrire le cœur. Mais si je veux savoir s'il fonctionne bien, je fais un ECG. Eh bien moi, mon ECG, c'est le Conbin. C'est-à-dire que pour savoir comment fonctionne ce pied, j'ai besoin de le mettre dans sa position de charge. Et ça, c'était un élément qui, pour moi, me semblait vraiment très important. Et puis, il y avait un truc qui m'intéressait, c'est que c'était faiblement irradiant. Alors, j'entends que c'est une extrémité et que c'est moins grave l'irradiation de l'extrémité, mais on a fait quand même des études de médecine, on nous a dit attention, l'irradiation, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et donc, du coup, nous, quand on fait du pied, on a une superposition d'images une superposition sur les radios et on a régulièrement besoin d'un scanner. Mais toujours avec cette culpabilité de se dire je vais faire un scanner, il est jeune, je vais faire une grosse dose d'irradiation. Et là, on avait enfin un appareil qui irradiait peu et donc qui nous déculpabilisait de cette super irradiation. À tort ou à raison, en tout cas, c'est quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention à ce moment-là. Bon, donc j'ai continué ces deux projets et je me suis dit, allez hop, j'ouvre le centre dédié au pied, il faut que ce Conbin en fasse partie. Donc, j'ai pris contact avec les radiologues de ma région et moi, j'ai eu beaucoup moins de chance que mes collègues puisque les trois groupes de radiologie n'ont pas été, ou alors j'ai été moins convaincante, je ne sais pas. En tout cas, ils ont été beaucoup moins convaincus par mon projet et ils ont analysé, hein, donc ils m'ont reçu, on a fait des réunions, ils ont dit oui, médicalement, c'est super intéressant, mais à chaque fois, ce qui a buté, c'était le fait que le projet a été jugé non rentable. Et donc là, je me suis butée à ça et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne ou est-ce que je continue? Et comme je suis un peu têtue, j'ai décidé de continuer. Donc j'ai dit, bah, tant pis, ce sera de ma poche, j'achète la machine. Pourquoi je me suis dit ça? Parce que en fait, j'ai cherché, je me suis dit, consultation Conbin, consultation, est-ce que ça existe? Oui, mon dentiste, il a un Conbin et il fait des consultations. Mon Dieu, je ne suis pas plus bête qu'un dentiste quand même, je suis chirurgien. Donc, je me suis dit, j'achète ma machine et je me débrouillerai après. Bon, après, j'ai eu le droit à quelques problématiques organisationnelles, hein, dont je vais vous passer les détails. Mais en gros, il a fallu du montage financier. Mais radiologues m'avaient quand même dit, attention, ce n'est pas rentable. Alors, ce n'est pas rentable si vous comptez vous faire un salaire dessus. Mais moi, j'ai mon salaire de chirurgien. Je fais mes consultations, j'opère. Donc, cette machine, ce que je voulais, c'est qu'elle soit à l'équilibre pour payer mon forfait technique, si vous voulez. Et ça, pour le coup, avec l'activité que j'avais, l'arrivée de mon associé et les traumatologues dont je vais vous parler après, j'étais à l'équilibre. Donc, la banque m'a dit, bienvenue. En plus, elle était très généreuse à l'époque. L'irradiation,
J'ai pris un PCR, celui de mon dentiste d'ailleurs, très sympathique, 400 € par an, ça n'a pas été le problème. Et comme ce sont des machines auto-blindées, oui, il y a peu d'irradiation dans la salle. Donc pour vous dire, sur les 4 murs de ma salle où il y a la machine, il n'y en a que 2 qui ont une paroi plombée et c'est une plaque de BA13 avec un film de plomb. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'incroyable parce que ce n'est pas un scanner justement. Le système informatique, bah, ça, j'en ai pris un. Et puis le système de PACS. Donc là, j'ai un peu cherché et aujourd'hui, il y a des sociétés qui créent des systèmes de PACS cloud, donc sur nuage, qui font que bah, vous n'avez plus des stockages, parce que je ne voulais pas stocker des données médicales, parce que c'est quand même très problématique. Et donc, j'ai eu un PACS cloud. Donc, j'ai mon propre PACS qui est connectable avec d'autres PACS. Voilà le centre Achille. Et vous voyez que dès le début, bah, il y avait la salle avec l'imagerie. Et ça, c'est la photo de la salle. Donc, centre que j'ai créé avec mon associé, le docteur Odex. Quels bénéfices? Les bénéfices, clairement, la première chose, ça a été la confirmation de l'intérêt médical. L'imagerie en charge fonctionnelle, c'est formidable pour le pied. On voit beaucoup de choses, on les comprend mieux. J'ai même eu la sensation de devenir meilleur chirurgien. Alors, pour la petite blague, c'est que en fait, je voyais ce que je faisais en décharge au bloc opératoire, ce que ça donnait en charge. Et donc, j'ai eu la sensation vraiment de reguider ma main, quoi, d'avoir une phase de réapprentissage. Ça ne dure pas des mois, mais c'est assez intéressant. Mais aussi, voir ce que l'on n'envisageait pas. C'est ce que vous a signalé, c'est ce dont on a parlé sur les fractures occultes qu'on ne voit pas sur les radios, qu'on peut suspecter, que des fois on met un peu de temps à trouver. Alors là, je fais une petite aparté. Dans le centre, vous avez vu qu'en haut à gauche, il y avait les médecins du sport et traumatologues. Je vous ai dit dès le début que j'étais très intéressée par ces circuits de traumatologie. Et donc, quand on a créé le centre, on a inclus des médecins traumatologues, donc qui travaillent dans des urgences et qui se détachent une journée par semaine pour venir faire la traumatologie au sein du centre. Ça, c'est intéressant parce que eux, ils connaissent la traumatologie. Et moi, je suis chirurgien du pied. On travaille en même temps. Et donc, du coup, on est en concertation. Si jamais il y a un patient qui est chirurgical, il bascule chez moi. S'il est purement traumatologue, il peut rester chez eux. Et comme ça, on se coordonne. On a créé une filière. Donc, en fait, on a donné un accès à un planning à toutes les urgences autour de nous. Et on leur a dit, quand vous voyez une entorse, voilà un protocole très simple. Entorse grave, entorse simple. Vous les conditionnez. Rendez-vous dans 48 à 72 heures. Nous, on les revoit. On va faire une imagerie adaptée. Et comme ça, on recadre le patient. Donc, les urgences, forcément, ça leur a beaucoup plu parce que du coup, ils pouvaient aller plus vite, mais en sachant que le patient était bien cadré. Et donc, nos traumatologues les revoyaient. Ils ont un écho, parce que ça, c'est validé que c'est quand même fort utile, et le Conbin. Au début, ils l'utilisaient un petit peu à la petite touche. Donc, effectivement, ils le faisaient quand ils avaient un doute. Le problème, c'est qu'ils ont découvert tellement de choses auxquelles ils ne s'attendaient pas, alors qu'ils avaient les radios, qu'en fait, ils se sont retrouvés à se dire, à chaque fois qu'ils voyaient une radio, à se dire, mais qu'est-ce que je rate? Et en fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'une fois que vous êtes habitué à l'imagerie 3D et que surtout, vous avez eu l'expérience de cette fracture du talus qui était invisible sur la radio, et bien la fois suivante, vous n'avez pas envie de passer à côté. Donc, on est d'accord que le Conbin a un effet addictif. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez que ça peut arriver, vous n'avez pas trop envie de vous faire piéger sur le patient suivant. Et donc, ils ont dit aux urgences, bon, ce qu'on va faire, c'est que vous calmez un petit peu les radios. Les faites pas pour nous faire plaisir, pour les envoyer au centre. Faites-les que si vous avez une notion de fracture, parce que ça, il faut le savoir tout de suite. Et après, nous, on fera le Conbin si on en a besoin. Et donc, ils font comme ça, ils en font quand même pas mal. Et vraiment, ça a beaucoup changé les pratiques. Et surtout, maintenant, quand le patient il sort, on ne lui dit pas, vous avez un traumatisme de cheville. On lui dit, vous avez des arrachements là, un traumatisme de Chopard, une entorse grave, un arrachement dans la soutalienne. On lui donne un diagnostic précis. Et ça a une efficacité sur les patients qui est incroyable pour éviter l'errance. Et on souffre beaucoup de surconsultation liée à l'errance parce que les patients aujourd'hui, ils sont comme nous, ils veulent être précis, ils veulent savoir ce qu'ils ont précisément, ils ne veulent pas un nuage, même si en soi, ça ne change pas le traitement. Mais on est dans une société aujourd'hui qui veut de la précision. Et je pense que c'est quelque chose, si on ne s'y fait pas, les gens continueront à errer. C'est un avis personnel. Donc, ils font des radios 2D aux urgences, on fait des radios 3D au centre. Je reviens, ce qu'on n'envisageait pas, donc on a eu un nouveau bénéfice. On a pu voir aussi en chirurgie des éventuelles complications plus rapidement, une vis qui dépasse, une pseudarthrose qu'on aurait mis peut-être un peu de temps parce qu'il aurait fallu prescrire le scanner. Là, on la voit dans le suivi, on la voit arriver, on est au courant. Et puis le côté éducatif que moi j'aime bien parce que les patients, ils sont comme nous, ils voient mieux en 3D qu'en 2D. Quand on leur montre sur une radio ce qu'ils ont, c'est compliqué. Quand on leur montre sur des images 3D, ils se projettent beaucoup plus. Et pareil, l'éducation aux patients, ça permet d'éviter l'errance des patients. S'ils ne comprennent pas, ils iront demander un autre avis ailleurs. Alors, ça, c'était la partie médicale, mais il y a aussi eu le bénéfice du non médical, la fluidité du workflow. Excusez-moi pour l'anglicisme, pour le mot anglais, mais ça se fait beaucoup. Donc, fluidité du workflow, fluidité du circuit patient.
Alors, pour les patients, ce qu'ils plébiscitent, c'est l'unité de lieu et de temps. Ils n'ont plus à prendre un rendez-vous à droite, à aller se faire accompagner, à revenir à gauche, voir le chirurgien et compagnie. Ils arrivent, ils savent qu'ils ont la radio sur place, on leur fait, ils voient le chirurgien dans la foulée, c'est parfait. Et puis, il y a eu l'augmentation des efficiences, parce que là, je vous parle par exemple d'un suivi post-opératoire. Donc, il fait sa radio, je le vois. Mais il y a le patient qui vient, qui n'a pas d'imagerie ou pas la bonne imagerie. Ben, je le vois en consultation. Vous avez tous vu un patient compliqué où vous passez un long moment sur l'anamnèse, puis un long moment sur l'examen clinique. Et là, il vous faut un examen. C'est un peu l'arrêt quand vous faites un marathon, si vous arrêtez, vous ne repartez pas. Ben, en fait, là, il part, il sort du cabinet, il va faire son imagerie, il revient un mois et demi après. Alors, bon, vous pouvez avoir des bonnes notes, mais il faut se remettre dans l'ambiance du patient. Et ça, des fois, ça peut être un peu compliqué. Et bien maintenant, quand j'ai un patient comme ça, je veux l'image, je lui dis, je vous fais patienter en salle d'attente, on va vous installer, je fais l'image, je le reprends dans mon cabinet. 15 minutes après, on continue la consultation. Au lieu d'avoir 2 consultations, il n'en a qu'une. Dommage pour moi, je n'ai facturé qu'une fois. Mais on va aller plus vite, on va être plus efficient et on va conserver plus de données. On va aussi donc de ce fait diminuer les délais de soins. Et quand on sait qu'en orthopédie, on est les premiers pourvoyeurs d'arrêt de travail, on se dit que diminuer les délais de soins, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais effectivement, il faut des études médico-économiques, j'ai bien entendu. Alors, le difficile choix de l'imagerie, j'ai fait un petit encart ici. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Dans nos livres de médecine, on a appris que c'était le médecin traitant qui faisait un bilan de débrouillage et qui nous envoyait le patient. Le problème, c'est que la médecine, elle s'est densifiée, elle s'est spécialisée et qu'aujourd'hui, nos médecins généralistes, ils sont très bons pour l'orientation, mais aller savoir le bon examen au bon moment, que, quoi, comment, je trouve que ça, franchement, je ne leur jette pas la pierre parce que même moi, quand on me parle de genoux, maintenant, je m'y perds. Donc, franchement, quand ils m'envoient, je les trouve de bonne volonté de prescrire une radio, une écho. Mais bien sûr que s'ils me l'envoient, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'a le patient. Sinon, ils ne me l'enverraient pas. Ils le soigneraient, ce serait réglé. Donc, leur demander de choisir l'imagerie alors même qu'ils ne savent pas pourquoi ils nous l'envoient des fois, c'est compliqué. En plus, souvent, c'est 2 examens. Assez régulièrement, moi, j'ai des radios de pied qui ne sont même pas en charge. Donc, je ne peux pas en faire grand-chose. Une échographie, c'est opérateur dépendant. Donc, si je n'ai pas une indication précise sur l'ordonnance d'échographie, le radiologue, il va regarder le patient, il va dire, formidable, je vous fais une échographie, mais si je ne sais pas ce que je cherche, je ne peux pas le trouver. L'échographie, c'est vraiment important d'avoir une bonne indication. Pire, aujourd'hui, on se retrouve, et je pense que tous les orthopédistes vous le diront, avec des IRM de débrouillage. Alors ça, c'est un crève-cœur à chaque fois que j'en vois une, parce qu'il y a une pression des patients, parce que l'IRM, c'est l'examen suprême, c'est celui sur lequel on va tout voir. Pour rigoler, moi, je leur dis, ça, c'est le plan de la plomberie, moi, je veux le plan de l'électricité. Vous voyez, on n'y est pas. Mais ils arrivent avec une IRM. Et pourquoi ils adorent l'IRM aussi? Parce que sur l'IRM, c'est une imagerie en coupe. Et les gens, ils aiment l'imagerie en coupe parce qu'on la comprend mieux, on la voit mieux. Et donc, il y a une pression qui est faite sur les médecins généralistes. Et comme nous, satanés spécialistes, on a des délais d'attente pas croyables, et on occupe un peu le patient. Pour lui dire, Et puis, en plus, le médecin généraliste, il a peur. Il se dit, je vais l'envoyer chez le spécialiste. Après, il va lui encore lui faire une IRM, ça va prendre 2 mois de plus. On va jamais s'en sortir. Prescrivons l'IRM tout de suite. Stop, arrêtons. Et moi, je milite pour que l'imagerie soit maintenant à la main des spécialistes et pas des médecins prescripteurs. Un bon examen clinique, une indication, une orientation, et nous, on charge du reste. Ça, c'est mon choix, mais pour moi, le Conbin, en plus, est donc du coup un appareil pratique dans ce système-là. Le Conbin et l'échographie appartiennent à l'examen clinique. Alors, c'est un peu mal dit, mais ce que je veux dire, c'est que le Conbin et l'échographie se situent au moment de l'examen clinique et pas avant l'examen clinique. Alors voilà le circuit qu'on a aujourd'hui, médecin traitant, au revoir, radiologie, au revoir, médecin spécialiste, au revoir, nouvelle imagerie adaptée, au revoir, médecin spécialiste. Bon, là, on est bien. Donc, peut-être qu'on pourrait enlever déjà le au revoir autour de l'imagerie, parce que moi, chez moi, par exemple, j'ai l'imagerie à côté de chez moi, donc on évite des au revoir, bonjour. Et puis, je demande à mes médecins généralistes, je leur dis, vous cassez pas la tête, soit vous avez une idée précise, soit vous n'en avez pas, vous embêtez pas, je m'en occupe. Hop, on enlève encore des trucs et on a peut-être le circuit de demain où on va voir le médecin généraliste, on l'envoie et nous on gère. Petit dessin. Alors là, je vais vous montrer rapidement, je suis désolée, je suis en dépassement de temps, mais je vais essayer de vous le montrer quand même parce que vous vous dites, c'est un Conbin, mais c'est quoi cette machine? Parce que tous, je suis sûre que dans votre tête, vous imaginez un scanner, une grosse machine. François vous a dit, ça mesure 1,20 m. Et bien voilà. Donc là, vous allez voir, j'espère que je n'ai pas mis un trop petit. Donc, c'est une installation d'un Conbin qui a eu lieu à Anglette. Donc, vous voyez, ça tient dans un petit camion, hein, c'est discret. Ce n'est pas un 33 tonnes qui arrive. On n'est pas obligé d'enlever la façade de l'immeuble pour le rentrer.
C'est une petite boîte, hein. Hop, on le met sur le côté, regardez comme ça roule bien. C'est PMR, ça passe sur du 80 cm. Voilà, on le roule dans les couloirs, ça ne fait pas de traces. On l'installe. Bon, c'est des 3 garçons, mais c'était pour s'occuper. Voilà, ça c'est le PET-4. Donc ça, c'est celui du pied, hein. Là, ils installent le système informatique. Donc c'est juste un passage, il y a un câble en fait qui est direct. Et ça, c'est le déclenchement de la machine. Donc c'est un bouton. Il n'y a pas de pré-réglage comme dans un scanner. Vous avez certainement déjà vu le scanner avec le manip qui l'installe, qui fait des petites mesures, qui dit hop, on va scouter de là à là. Là, il n'y a pas ça. En fait, le patient, il s'installe, on ferme la porte, on appuie sur le bouton et c'est terminé. C'est vraiment, en fait, moi j'appelle ça pour rigoler avec, dans mon centre, on appelle ça le photomaton. Passe-le au photomaton. C'est un peu rigolo, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, installez-vous madame, on va vous faire un petit cliché, tac, et voilà. Donc vous avez vu, ça c'était l'installation. Alors, pourquoi je mets application MSP? Parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé des établissements spécialisés, mais moi je pense que ça va avoir une place dans le futur pour les maisons de santé pluridisciplinaires parce que ça s'installe partout. Donc, ça s'installe dans un cabinet de radiologie, ça s'installe dans un cabinet de consultation, ça ne s'installe pas encore à Carrefour, mais ça pourquoi pas. Il y a l'intérêt de la répartition sur le territoire, du coup. Parce que ça veut dire que même si on n'a pas de service de radiologie à côté, les radiologues, ils peuvent décider de déporter une machine parce qu'elle est simple d'utilisation et on va pouvoir les installer plus partout. C'est une imagerie qui va permettre de faire tout l'appareil locomoteur. Et il y a des, ça on en parlera, mais aujourd'hui ça monte jusqu'à la hanche. Là, ils sont en train de faire le rachis. Mais je pense que dans les années à venir, on aura vraiment ce fameux photomaton où on pourra dire, bah tiens, on va faire un rachis, on va faire un genou, on va faire un pied. Ça a un grand intérêt dans la traumatologie pour éviter de déplacer les gens sur 30 km pour une cheville avec une suspicion de fracture. Et ça a un intérêt assez important sur le patient âgé, si tant est qu'il ne bouge pas, effectivement, c'est important. Mais je pense que ça a un vrai intérêt. Les montants d'investissement, vous en avez déjà beaucoup parlé, je vous fais une petite diapo. Alors, coût d'une radio, donc une table de radio, c'est autour de 100 000 euros. Conbin, alors moi j'ai mis 250 000 parce que c'est le mien, c'est celui du pied qui fait 250, donc j'avais mis celui-là. 250, c'est maintenance inclus. Les 10% sont inclus dans les 250 sur le pied. Bon, il faut les négocier, hein. J'ai été voir des radiologues qui m'ont appris à négocier quand même. Donc, 250 KE. Et une table de scan, environ 600 KE, plus les travaux en fonction de là où vous l'implantez, parce qu'un scanner, vous ne l'implantez pas comme ça. Il faut une dalle, il faut rentrer l'appareil. Enfin, c'est une belle machine quand même. La cotation de radio, on est autour de 25 euros. Un scanner ostéo-articulaire simple, on va être autour de 85 euros. Combien doit coûter un Conbin? Ça, c'est dans nos instances d'en décider, mais voici à peu près les fourchettes. Consultation, alors aujourd'hui on a un deuxième frein qui est le fait que quand on fait une imagerie, quand on fait une consultation, on ne peut pas coter une imagerie le même jour. Je pense que vous parliez de ça tout à l'heure avec l'échographie. Ça, c'est vraiment un truc qui nous bloque, nous, les cliniciens. Parce que, en fait, on considère que l'examen n'est que intellectuel. Mais quand vous achetez une échographe, c'est 10 000 euros. Quand vous achetez une jolie bestiole, c'est 250 000 euros. Donc, non, ce n'est pas que de l'intellectuel. Il y a du factuel aussi. Donc, moi, je milite un peu là-dessus pour dire est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt à avoir un forfait intellectuel, et je veux bien l'entendre, qu'il soit dans le prix de la consultation, donc du coup ce soit ma consultation, mais qu'il y ait un forfait technique pour les gens qui investissent dans ces machines-là. L'opérateur, alors ça va être la question. Alors oui, l'opérateur aujourd'hui c'est un manipulateur radio ou un médecin, donc moi c'est moi qui vais appuyer gentiment sur le bouton. Chez les dentistes aujourd'hui, il est en train de se discuter un assistant dentaire de niveau 2 qui pourrait déclencher la machine sous surveillance d'un dentiste sur place. Ce n'est pas encore fait, mais ils en parlent de plus en plus. Pourquoi? Parce que les manips radio, on n'en trouve plus. C'est vraiment compliqué. Et le temps médical, on nous dit qu'il est précieux. Donc, il y a un moment, on va peut-être faire trouver des solutions. On nous parle de plus en plus dans les centres pluridisciplinaires d'assistants médicaux, d'IPA. Est-ce qu'il y a un avenir dans cette branche? Bon, voilà. Mais en tout cas, ça, c'est des questions et c'est des freins qui restent actuels, effectivement, dans les centres. Doit-on avoir autant d'images? Vous en parliez tout à l'heure, donc je vous remercie d'avoir répondu à la question. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, tout est en 3D, même les dessins animés des enfants sont en 3D et on doit rester en 2D. Quel coût, quelles économies pour le système de soins? Là, je milite sur le fait que peut-être qu'il faut en faire moins, peut-être qu'il faut éviter ces petits examens qui créent des torrents de dépenses médicales avec des examens donc, de débrouillage qui sont faits par les médecins traitants, pas forcément très adéquats. Il faut peut-être en faire moins, changer. C'est peut-être le moment justement de changer notre façon de soigner pour économiser, mais en payant des examens ce qu'il faut. Qui doit développer cette technologie? Donc, c'est une discussion qu'on a souvent avec François. Et c'est vrai que dans l'idéal, bien sûr que c'est une radiologie.
Après, là, ici, on a 4 modes de machines qui sont installés avec 4 modes différents. Moi, je pense que ce qui est important, c'est la technologie. Après, qui la développe? On peut en discuter longtemps, mais surtout, ce qu'il faut retenir ici, c'est l'intérêt de la technologie. Et si on veut qu'elle soit bien répartie, je pense qu'il faut peut-être pas oublier les cliniciens. Peut-être que c'est pas eux qui doivent avoir la main principale sur l'appareil, mais en tout cas, je pense que je suis un exemple du fait que ça peut être efficace et ça peut être utile. Donc voilà sur cette partie-là. Enfin, ma conclusion, l'imagerie 3D est entrée dans les cabinets des chirurgiens et c'est probablement la prochaine révolution médicale avec un vrai gain sur la pertinence des soins. Mais cette révolution ne sera possible que si elle est comprise et accompagnée par les pouvoirs publics. Joli plaidoyer. Alors, une question, on a finalement peu parlé. Que disent les sociétés savantes, vos sociétés savantes, que ce soit la Sofcote ou les sociétés savantes plus précises, chirurgie.p? Est-ce qu'il y a des recommandations qui commencent à apparaître ou qui risquent d'apparaître? Et sur quoi travaillez-vous pour que ces recommandations apparaissent? Alors, il y a des travaux médicaux, hein, il y a pas mal d'études. Si vous allez regarder sur Internet, François en est un des grands investigateurs. Après, pour l'instant, les sociétés savantes, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a un vrai intérêt technique, mais de là à passer le pas, pour l'instant, il y a un côté scientifiquement, c'est super, mais en pratique, comment je fais? Et autant, voilà, moi j'ai acheté l'appareil, autant il y a beaucoup de collègues à moi qui sont pas prêts à mettre le billet sur la table ou se dire allez, j'y vais. Et tant que leur radiologue derrière bloque et disent on veut pas y aller, donc je pense qu'il y a un travail là-dessus à faire. Si je peux juste compléter, la Sofcote a créé une cellule informelle pour s'occuper du sujet. Ça a été jusqu'à une réunion avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Il y a une lettre qui a été écrite, signée par la Sofcote, l'AFNMR et le CNT2U, donc les urgentistes traumatologues et les radiologues et les orthopédistes, qui a été envoyée au ministre de la Santé, etc. C'est ongoing, c'est un processus. Il faut remuer faut faire couler de l'encre, remuer beaucoup, serrer beaucoup de paluches, etc. pour que ça avance. Mais la Sofcote, en tout cas, est tout à fait au courant du sujet et se bouge pour le faire avancer. Docteur Rosenbaum. Oui, donc je suis ophtalmo, hein, donc je reprécise. Hein, donc on est dans le cas, je suis hôpital et puis en même temps, j'ai un centre privé aussi avec plusieurs acteurs, des orthoptistes, des assistants, etc. Alors, dans le modèle économique que vous avez dit que parfois les urgences, les entorses sont envoyées chez vous. Alors, première question, êtes-vous en secteur 1, en secteur 2 ? Parce que par rapport à justement la gestion et l'investissement que vous pouvez faire, ça intervient quand même. Avez-vous, dans le cadre de ces ESS, une aide de la région, par exemple ? Et puis, la troisième chose, je crois que vous avez parlé de multisites sur les appareils radiologiques, non? Je me suis peut-être trompé d'appareils qui se déplaçaient, non? L'appareil ne se déplace pas, mais je pense que c'est ça, vous n'avez pas parlé de ça. Multisite, c'était plus dans l'idée que peut-être qu'un jour, les radiologues sortiront de leur mur et auront des appareils installés. En tout cas, moi, c'est un peu mon rêve, mais je rêve beaucoup. D'accord. Oui. C'est parce que, par exemple, dans le domaine, il y a 20 ans, quand on a commencé laser excimer en ophtalmologie pour traiter les myopies, par exemple, ce sont des appareils qui coûtent aussi à peu près dans les 400 000 euros. Donc, il y avait également, j'avais été consultant à l'époque pour une société qui faisait justement ce multisite, ce qui m'a permis de découvrir différentes régions de France parce qu'on se voyageait un petit peu au nord, au sud, etc. Et alors, donc, il y avait quand même une contrainte qui était la contrainte de réunir les patients sur la même journée pour les examens. Non, mais là, c'est un peu différent. Alors, pour répondre à vos deux questions, donc nous, au centre, on a établi un truc, c'est que moi, je suis installée secteur 2, mais les traumatologues sont installés secteur 1. Tout ce qui est dans le cadre de l'urgence n'a pas de dépassement d'honoraires, que ce soit avec moi ou avec mes collègues. Donc, comme ça, quand ils sont adressés, il n'y a pas de question sur les honoraires. Là, pareil, on n'a pas de dépassement d'honoraires. Donc, moi, je suis secteur 2, mais je ne l'utilise que pour la chirurgie réglée froide. Voilà. Comme ça, au moins, parce qu'on savait que voilà, on était un peu discutable. Et la deuxième question que vous m'avez posée... Ah oui, les aides. En fait, il y a eu des aides expérimentales en Occitanie, mais comme je ne savais pas qu'elles existaient, je ne les ai pas demandées. Et là, ils les ont arrêtées et on attend, puisque les aides pour les financements pour l'ESS sont en cours de discussion avec la nouvelle convention. A priori, elles sont bien positionnées, mais on attend leur arrivée. Voilà. Monsieur le secrétaire perpétuel. Alors oui, vous avez parlé, donc
donc le Colbeam, c'est un appareil radiologique. Et donc, Oui. si j'ai bien compris, c'est un appareil qui est soumis à autorisation. Non, ce n'est pas un appareil soumis à autorisation. Ah, d'accord. En fait, c'est du même niveau qu'une table de radio que vous pourrez retrouver chez un radiologue ou chez un pneumologue. Donc, en fait, il n'y a pas d'autorisation. Au niveau médico-légal, je vous entendais l'en parler tout à l'heure. Donc, moi, au moment où je l'ai eu, j'ai appelé ma RCP, je leur ai dit, bon, ben voilà, je vais m'équiper et tout ça. Et ils m'ont répondu, ils m'ont fait un document et ils m'ont dit, il n'y a pas de surcotation, on n'augmente pas de votre RCP. Alors, ils m'ont posé quand même des questions, ils sont venus sur site, ils ont regardé, ils ont dit, est-ce que vous remettez un compte-rendu? Est-ce que vous avez un PCR? Est-ce que vous mettez la dose d'irradiation? Donc, on a eu le droit à toute la liste des choses qu'il faut faire quand on a un appareil de radio. Et une fois qu'ils l'ont eu validé, ils nous ont dit, donc vous avez une obligation de moyen qui est de voir les images, mais vous n'avez pas de surcotation de votre RCP parce qu'on considère que le risque n'est pas majoré. Vous êtes orthopédiste, vous ne regardez que des images d'orthopédie dans votre spécialité. Et donc, voilà, on est resté Alors, j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez fait pour prendre en charge vos patients. Vous avez tout anticipé, la chaîne, etc. Et vous avez évoqué l'équipe pluridisciplinaire. Alors, moi aussi, je me suis retrouvé à travailler à créer une équipe pluridisciplinaire. Et on m'a bien fait remarquer qu'en réalité, le compérage, effectivement, puisque vous avez parlé de ça, le compérage est interdit. Ouais. Ce qui est quand même très, très paradoxal, parce que c'est travailler avec d'autres collègues dans l'intérêt d'une prise en charge meilleure du patient. Le but n'est pas de se repasser des patients. Enfin, je veux dire, ça pourrait être démontré que c'est un peu artificiel. Mais là, en l'occurrence, c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus de prise en charge pluridisciplinaire et que probablement il pourrait y avoir une évolution de la part du Conseil de l'Ordre sur ce point qui permettrait probablement de temps en temps des meilleures prises en charge. Que ça soit sur le même site ou sur des sites différents, peu importe, c'est une équipe qui prend en charge le patient. En fait, nous, on a beaucoup réfléchi là-dessus quand on l'a créé et en fait, on a voulu que chacun soit une porte d'entrée. C'est-à-dire que le kiné, c'est pas ma petite main qui s'occupe que de mes patients. Donc, le kiné, il a un site internet, il a ses patients. S'il demande bien tous les correspondants, il a un autre chirurgien orthopédiste, il les renvoie à l'autre chirurgien. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être un vase clos, on veut être un espace de réflexion. Ceci dit, ça reste pluridisciplinaire. C'est pas dans le même sens, c'est tout. Voilà, c'est ça. Notre président de la commission innovation, deux questions, Dr Kouffinal. deux questions qui sont encore générales sur le plan de la distribution européenne, le ratio par patient, le nombre d'appareils. Qu'est-ce que... Je ne connais pas. Je veux dire, souvent, c'est un élément de comparaison pour les innovations. Hein. Alors, on l'a pour le... Je vais essayer de répondre simplement. Je n'ai pas les chiffres exacts. La France est un très bon pays aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait qu'on ne code que des radios, ça nous avantage. Ça intéresse la société, ça intéresse la Sécu. On fait économiser à notre société des sous. Les Allemands, ils peuvent coter ça comme un scanner. Du coup, les assurances, etc., ne sont pas super chaudes encore pour promouvoir ça. Les Américains ont un peu le même problème. Donc, la France est en train de s'équiper à vitesse grand V. J'ai besoin d'un petit coup de pouce institutionnel. Voilà. Et je pense que les Européens nous suivront. On n'est pas le premier pays. Je crois que c'est en Allemagne qui en a le plus. Il y en a un peu partout, ça fleurit un petit peu partout, mais voilà, on est avantagé par notre situation désavantageuse. Et la deuxième question, le matériel, c'est construit par des grands corporates ou par des boîtes plus confidentielles Pour l'instant, c'est une boîte qui est assez confidentielle. C'est une boîte qui s'appelle Curve Beam AI. Il y a une autre boîte qui s'appelle PlanMed et qui fait un appareil un petit peu différent, qui est plus petit, qui ne permet pas de faire du bilatéral. Enfin, il y a des différences, on va dire, mais sur des boîtes de taille moyenne. Il y en a une qui est en bourse, il y en a une qui enfin, un côté, il y en a une qui ne l'est pas. Non, ce ne sont pas des grandes corporations type Siemens, etc. Ce qui va se passer, c'est probablement qu'un jour, ça va être réintégré dans ces... voilà. Mais c'est quand même des boîtes solides et où le service est excellent, particulièrement en France où ils sont très forts. C'est concerné comme j'allais dire, une indication entre guillemets de niche encore ou non Non, justement, ils ont dit ça vient en remplacement de la radiographie standard. Donc comme dit Martin Richter, les 3 prochaines indications, c'est mes 3 prochains patients. Et donc c'est pas du tout de niche. C'est pas, on va pas voir le conflit sous-fibulaire. Non, je parle pour l'industriel. Je parle pas pour nous. Sur le plan médical, j'ai bien compris l'intérêt. Pour l'industriel, dans le monde entier, aujourd'hui, il doit y avoir moins de 500 appareils.
Mais il y a 5 ans, il y en avait 50 et voilà, ça reste une niche exponentielle quand même. Voilà. Monsieur le Président de l'Observatoire. Oui. Quel est votre plan prospectif éventuellement pour l'aménagement territorial français avec ce type d'équipement? Est-ce qu'il y a des recommandations de la Société française de radiologie par rapport à ce développement ou la Société européenne? Y a-t-il une métavision par rapport à simplement un plan expérimental de développement? Bien, work in progress. Il n'y a pas de métavision encore. Je crois que M. Morvan voulait intervenir. Peut-être qu'il va nous aiguiller là-dessus. Non, pas que je sache non plus. Au niveau de la Société française de radiologie, je ne pense pas qu'il y ait de prospective là-dessus. Je voulais vous poser une autre question. Si j'ai bien compris, votre centre d'urgence, c'est un centre d'urgence du pied et de la cheville. Oui, secondaire. Secondaire, c'est-à-dire que ça ne peut être installé que dans une agglomération suffisamment grande. Oui. Alors, nous, on est la 7e ville de France. Moi, je travaille avec la CPTS, donc l'unité, donc on est sur un bassin de population d'à peu près 200 000 personnes, mais on ne répond pas à toute la demande. Hein. Et on pourrait être 3 centres comme le nôtre, je pense que... Oui, mais on ne peut pas imaginer une structure comme ça dans une petite ville de province, une chose comme ça. La structure post-urgence ? C'est une urgence réservée aux pieds et à la cheville, c'est-à-dire c'est une partie de... Ouh, ça va vite. Hein. Je pense que, alors, pied et cheville, non, mais si vous avez un post-urgence genou, pied et cheville, vous y êtes très, très vite. Oui, mais ça change complètement parce que ce n'est plus du tout les mêmes examens. En fait, votre système, il est relativement bien bordé. Et c'est probablement pour ça que ça marche bien, d'ailleurs. Dans ce contexte, c'est assez logique. Parce que vous consacrez à un organe et le centre est réservé à cet organe. Donc, vous avez une imagerie qui est spécifique de cet organe. Tout à fait. Il ne manquerait plus qu'une écho qui soit... Voilà. Et puis, on arriverait à avoir un ensemble relativement homogène. Ça, c'est assez concevable. Mais si on élargit le domaine d'urgence, ne serait-ce qu'au genou ou au membre supérieur, auquel cas l'outil diagnostic ne suffit plus du tout. Pour le genou, ça peut être quand même utile. Alors, si vous faites main-pied, moi, je pense que vous pouvez avoir un... Parce que là, c'est le scan en charge, mais il y en a d'autres. Donc, pour la traumato, vous n'êtes pas obligé d'avoir un Conbin en charge. Vous pouvez avoir un Conbin en décharge pour la traumato. Oui, mais vous vous rendez compte qu'on arrive dans des portions de portions, c'est-à-dire c'est la traumato du pied en décharge. Oui, mais c'est pour voir, c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des centres de pied, par exemple, peuvent fonctionner, là où il y a une population de tant de milliers d'habitants, on peut le mettre. Là, si on est au fin fond de la Creuse, en effet, il n'y en aura pas. Par contre, le genou, il y en aura dans des zones où il y a plus de population. Je pense qu'à ce moment-là, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait à Montpellier, par exemple, un centre pour le pied, mais qui est à côté sur un hôpital qui est plus gros parce qu'il y a déjà notamment, comme tu as raison d'insister là-dessus, le background sur le plan radiologique, eh bien, qu'on organise suivant le même principe pour le genou, simplement dans une structure où il y a déjà une infrastructure radiologique suffisante pour pouvoir faire le genou, tu vois, et puis d'avoir le pied en plus dans cette ville. Je crois que c'est une question de bassin de population. C'est une question de bassin de population. Il faut le raisonner dans l'autre sens. C'est mathématique, on va pouvoir l'étudier. C'est pareil pour les urgences cardiovasculaires. C'est vraiment une question de maillage territorial et ça devrait faire déjà l'objet de propositions d'études. Les zones plus grandes ou plus denses en population sont favorables à l'hyperspécialisation et à ce genre de choses. Maintenant, l'entreprise s'est également adaptée. L'appareil qui commercialise s'appelle iRise, est capable aujourd'hui de faire toute l'imagerie membre inférieur complet, hanche comprise, et le membre supérieur complet. Dans un an et demi, on aura un appareil qui s'appellera le SkyRise qui fera tout, qui répondra bien à ces petits bassins de population où effectivement on ne pourra pas rester, comme dit Gérard, sur une extrémité unique, un organe unique.
Il y a une question de l'étranger. En fait, il y a une remarque de l'étranger qui dit, de Hudson Nakamura au Brésil, dans la spécialité d'ophtalmologie maintenant, 3D, c'est une vraie évolution. Donc effectivement, c'est ce qu'on disait, hein, je pense que le siècle qui avance, ce sera le siècle du 3D, on verra tout en 3D. Maintenant toute petite remarque, ouais. Je suis dans une ville sous-préfecture, 30 000 habitants, alors il y a un bassin plus large autour, mais nos radiologues arrivent à équilibrer leurs machines dans un bassin qui n'est pas du tout immense. Ah, c'est très bref. Très bref. C'est une discussion passionnante. Que signifie cone-beam? C'est imagerie à faisceau conique. C'est comme une radio, c'est un cône, sauf qu'au lieu d'une radio où on fait bouger le patient en tous les sens, ça tourne autour du patient. Ah, c'est faisceau, voilà. Cone, c'est cône, et beam, c'est faisceau. Faisceau. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Munoz, de votre enthousiasme.